Are we still missing Ellie? Okay. Yes, he hasn't arrived. Do you want to send him a message? No? Yeah, I can send him a message. Do you want me to start letting people in? Okay. Already. Hi, welcome everyone. Bienvenue à tous. Just give the people a minute or two to arrive before we start. Welcome On everyone. attend encore quelques minutes pour attendre les autres participants. I think we can slowly start and so welcome people in. On va commencer. En attendant les autres, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au troisième webinaire dans une série de webinaires sur soutien psychologique et la montée mentale. On fait la bonne chose, mais est-ce qu'on fait correctement? Dans les premiers deux webinaires, nous avons évoqué l'évaluation, l'importance de contextualiser nos méthodes et les faire adapter au contexte où nous travaillons. Et aujourd'hui, on va parler suivi, évaluation. Je m'appelle Monia, je travaille pour la Croix-Rouge. Je suis chargé du groupe de travail sur soutien psychosocial et la santé moderne. Avant de commencer, cette session est enregistrée. On va pouvoir l'utiliser ou rediffuser une autre fois. Ce webinaire donc, est en anglais avec l'interprétation en espagnol et en français. Vous allez trouver selon votre préférence. Vous allez appuyer sur l'icône et puis vous allez vous
connectés sur l'interprétation. On vous demande de mettre votre nom, votre organisation, votre contact mail dans le chat pour qu'on puisse vous contacter après avec les enregistrements. Ce webinaire est organisé par les groupes de travail des 4 thématiques prioritaires. Pas tout le monde qui est connecté ici connaît cette initiative. Donc, on aimerait commencer avec la projection d'une image, la politique et le développement de cette initiative, juste pour vous donner le contexte dans lequel nous travaillons. In the following presentation, we would like to give Dans you a very brief cette présentation, on va vous donner une présentation rapide sur politique et en soutien psychosocial et la santé mentale et le rôle des groupes de travail. Comprendre la connexion et la feuille de route avec le mouvement de la Croix Rouge et les Poissons Rouges. Aujourd'hui, les deux mouvements dans le monde confrontés et des besoins non satisfaits en santé mentale qu'il faut pour adresser ces besoins non satisfaits. 2000, donc nous sommes engagés à adopter un moment dans le contexte. Avec 196 États partis aux conventions de Genève, le mouvement, il fallait le mettre à l'échelle. Les besoins affectés par les conflits armés, les catastrophes naturelles et les autres urgences. En ce qui concerne la politique, c'est de contribuer un mouvement en fournissant des directives société nationale, les deux mouvements et comment avoir une réponse holistique en la matière avec la politique. Et donc, on a 2 de 6 domaines. Il s'agit d'une approche coordonnée en termes d'activités individuelles par les sociétés nationales, la fédération et le coin, les activités qui devront aller ensemble. Le Croix-Rouge, le Croissant-Rouge coordonné depuis 2020. Par exemple, en créant 5 groupes de travail. Ces groupes ont été officiellement créés, basés sur les actions prioritaires et les thématiques. Premier groupe, réaliser un niveau de base de soutien psychosocial à travers les secteurs. Deuxième groupe, renforcement d'un mouvement, collaboration en matière de soutien psychosocial. Troisièmement, promouvoir le bien-être des bénévoles et des personnels. Quatrième groupe, démontrer l'impact des interventions de MHPSS. Le cinquième groupe, le renforcement de plaidoyer et de la santé mentale et mobilisation de ressources. Un certain nombre de sociétés nationales se mettent ensemble pour montrer les bonnes pratiques et mettre en exergue des aspects de suivi, évaluation et la recherche. Ces groupes de travail, c'est pour ce mouvement échanger les expériences et travailler ensemble pour la mise en œuvre des engagements en MHPS. Il continue de dépendre de la participation des sociétés nationales. Il reste pertinent que les participants des sociétés nationales qui représentent toutes les régions et à tous les niveaux de l'expérience psychosociale et montée sociale, de travailler avec les groupes de travail pour partager vos expériences. Et en 2023 et au-delà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation pendant ce webinaire. Nous avons écouté cette présentation. Le but, c'est de renforcer l'impact des interventions améliorées, le plaidoyer et
atteindre des populations vulnérables ayant besoin de soutien psychosocial. Je vais vous passer Adrienne, qui est chargée des jeunes, point focal. Il est responsable de toutes les au Jamaïque. Il est chargé aussi pour les jeunes, pour la Croix-Rouge de Jamaïque. Merci beaucoup, Adrian. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Monia. Bon, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va vous demander si vous avez des questions à travers la présentation, mettez-les dans le chat. Nous aurons une session questions-réponses. Comme Monia a dit, il faut indiquer votre nom, votre pays et vos contacts email pour vous envoyer les présentations après. Nous allons avoir une discussion panel à la fin où les intervenants vont répondre à toutes les questions que vous aurez sur les présentations. Nous aurons deux sociétés nationales, la Croix-Rouge du Liban, sur les bonnes pratiques dans leur contexte. Sans tarder, je vous présente le premier intervenant, donc c'est Esther. Et elle a travaillé pour l'Organisation humanitaire au Proche-Orient avant de travailler dans son pays, aux Pays-Bas. En Syrie, elle a travaillé sur le suivi des impacts à long terme après des opérations de déminage. Elle a joué un rôle important dans les communautés et travaille pour la Croix-Rouge des Pays-Bas, suivi évaluation des programmes domestiques. Esther, vous avez la parole, Esther. Merci, Adrienne. Merci de cette présentation. Je suis contente d'être ici. Je vais partager mon écran avec vous. Je vais vous donner. Voici, je partage le bon écran. Je vais vous faire une petite présentation sur les interventions, la santé psychosociale, la santé mentale. Je vous montre ces photos. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un terrain d'enfants par les ingénieurs de l'Afrique du Sud. Et cette pompe de l'eau, il fonctionne par les enfants qui jouent autour de cette pompe. Bon. La pertinence de suivi évaluation, ça n'a pas passé comme prévu. Lorsqu'ils ont évalué ce projet, ils ont remarqué que les enfants, il faut que les enfants courent toute la journée pour fournir de l'eau. Ils ont trouvé que dans cette communauté, quand les enfants vont à l'école, et les mères vont chercher de l'eau pour la communauté, ils étaient un petit peu sans dignité de travailler, d'aller autour de cette pompe et à la fin, ils étaient obligés de se déplacer 27 heures par jour pour une population de 500 à la fin. S'ils avaient bien planifié et s'ils avaient fait une suivi évaluation, cette intervention était bon. Juste pour vous montrer, si vous faites une bonne évaluation, suivi évaluation, on pourrait savoir que ce qui est important, si vous planifiez comme il faut savoir que il aurait été possible de prévenir ceci. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'importance de suivi évaluation. Et ce qu'ils ont fait à la fin, ils ont changé les interventions pour fournir donc l'eau potable pour les enfants dans les écoles. Et c'était très efficace à la fin, et pour la communauté également. Alors, j'aimerais
vous faire ce cycle. Nous parlons de suivi-évaluation primaire. Hein, donc, ça, c'est ces cycles de suivi-évaluation, les directives de la Croix-Rouge, donc d'autres organisations. Et ça s'appelle primaire, donc possibilité d'apprendre. Ce qui compte, c'est les mêmes étapes, c'est-à-dire planifier les interventions, suivi, évaluation et apprentissage tout autour du cycle. La phase de planification. Si vous n'avez pas de bonne planification, vous ne pouvez pas avoir de bonne évaluation si vous ne savez pas ce qu'il faut évaluer et surtout ce que vous voulez réaliser. Commencez avec le cadre logique, les indicateurs SMART, intelligence. Ça, c'est une façon de représenter la logique de votre projet. Il vous permet d'identifier les changements qu'il faut faire pour réaliser ces objectifs. Alors, ces changements objectifs sont formulés comme des indicateurs. Il faut qu'ils soient évalués au niveau des, c'est-à-dire SMART. S'ils ne sont pas SMART, c'est difficile de les mesurer et voir si vous avez vos objectifs. Donc, si vous avez ce cadre logique pour vos interventions, ces indicateurs, comment est-ce que vous allez mesurer? Donc, il faut avoir un plan suivi évaluation pour identifier comment vous allez évaluer ces indicateurs, mesurer ces indicateurs. Donc, il faut avoir une liste de participants pour savoir combien de personnes que vous avez formées. Si les tests de connaissances, si vous avez évalué les connaissances pour un sujet spécifique, et il s'agit au niveau de la communauté, ça peut être des outils de mesure. Dans ce plan suivi évaluation, il faut montrer quand est-ce que vous allez recueillir les données, qui est-ce qui va le faire, comment est-ce que vous allez analyser, qui est-ce qui est l'audience de ces informations, quelle est l'audience destinée, ces changements, des interventions. Il faut que ça soit redevable ou bailleur de fonds ou d'autres financements. Une fois que vous avez tout ça et vous avez commencé vos interventions, il faut commencer à les évaluer. Et ça s'est fait tout au long. Il y a des gens qui croient que l'évaluation, c'est à la fin du projet. Il faut que ça soit fait tout au long du projet. Ça peut être fait après chaque activité ou à la fin de l'activité. Ça peut être beaucoup de choses. Souvent, les interventions sont évaluées par les 6 les critères OECD, DAC, et c'est-à-dire l'efficacité, pertinence, cohérence, durabilité. Selon ces critères, vous devez savoir si vos interventions sont correctes. Alors maintenant, on va voir les résultats de ces indicateurs. Hein. On peut les trouver dans les ressources qu'on va partager dans le chat. Aujourd'hui, nous allons avoir 2 bonnes pratiques, hein, des présentations sur le soin pour le personnel et bénévoles, sur les interventions pour les communautés. L'autre, par exemple, pour les bénévoles, ça peut être dans leur milieu de travail et pour les bénévoles et le personnel. Ça, c'est l'objectif. Comment est-ce que vous pouvez le mesurer? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Alors, vous voulez réaliser un pourcentage spécifique de toutes les bénévoles, gérants des sociétés nationales et les équipes, les procédures et les ressources. Alors ça, c'est pas smart parce que vous n'avez pas d'objectif, mais une fois que vous avez fixé votre cadre logique, vous pouvez fixer des objectifs pour ces directives générales pour les sociétés nationales, pour utiliser des indicateurs qui sont déjà normalisés.
Ces indicateurs, peut-être le personnel, le staff formé des sociétés nationales sur les politiques, les procédures, les systèmes et les compétences, ça peut être aussi la provision de soutien psychosocial. Nous avons des résultats, des objectifs qu'on peut utiliser pour ce genre d'intervention. Et bien sûr, ça peut être beaucoup. Ça, c'est un exemple. Donc, l'objectif, c'est-à-dire la population ciblée, et le bien-être interpersonnel, et puis nous voulons mesurer la population cible a un changement dans le bien-être. Et c'est pas facile à mesurer, je vais vous le dire, je vais vous dire pourquoi. Mais ça, c'est ce que vous voulez réaliser dans l'intervention. Donc, l'objectif, c'est le nombre de bénéficiaires touchés, par exemple. Avant de passer au défi, une définition rapide de suivi et évaluation, et vous savez, le suivi et évaluation, c'est une analyse, collection des informations pour traquer le progrès. Et en ce qui concerne la conformité, ça vous permet d'identifier les tendances, les stratégies pour informer les décisions. Évaluation, c'est une évaluation systématique et objective des projets en cours ou achevés. Programme politique et sa conception, c'est déterminer la pertinence des objectifs, efficacité au terme de développement et sa durabilité. Alors, pourquoi est-ce que suivi et évaluation est important? Bien sûr. Et pourquoi on fait suivi et évaluation au niveau international? C'est pour qu'on soit redevable pour les parties prenantes externes, même pour ceux, il est important d'adapter votre programme pour qu'il soit efficace pour les gens qu'on essaye d'assister. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer? Qui sont les bénéficiaires? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser nos objectifs? Comment est-ce que nous pouvons savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Est-ce que on peut pas savoir si on fait des choses correctement et quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est positif? Est-ce que nous avons planifié? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ajuster, pour améliorer les interventions? Comment est-ce que je peux savoir le projet apporte du changement? Donc, pour adapter les programmes pour qu'ils soient efficaces pour les bénéficiaires, il est important de faire un suivi évaluation. Il faut qu'on soit redevable, transparence aux bailleurs de fonds et d'autres parties prenantes. Voilà, voilà, ce sont les défis dont je viens vous évoquer. Donc, le bien-être, comment mesurer le bien-être? Il est important, il est difficile de mesurer le bien-être. Si vous me demandez comment je vais, dans la plupart des parties du monde, je dis je vais très bien, sans aller expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est difficile de mesurer parce que c'est pas objectif, hein. Les gens n'en parlent pas souvent. Le contact avec la population cible, il faut que ça soit évalué. Si vous avez une conversation avec les membres de la communauté, que ça soit bref, mais c'est pas bien. Est-ce que cette conversation était utile pour savoir l'efficacité de la conversation? Il faut poser ces gens. Il serait inapproprié si vous avez ce genre de conversation. Et aussi, on note pas les informations des personnes, il faut les en parler après, sur leur bien-être, par exemple. En ce qui concerne le psychosocial, il faut le mettre ensemble avec l'assistance, si vous avez des centres de distribution, si vous distribuez des denrées alimentaires,
vous avez un genre des premiers secours sur place. C'est difficile de leur poser sur les effets de leur montée mentale parce qu'ils étaient venus chercher des denrées alimentaires. Les interventions en montée sociale, psychosociale, ça rend difficile de mesurer les effets aussi. Et beaucoup de sociétés nationales nous ont indiqué que la capacité financière, les défis financiers pour mettre en œuvre suivi évaluation et créer les mesures, le recueil des données, ça prend du temps et ça demande, ça exige la capacité, vu ces défis ici. Très bien, je pense que ça, c'est tout de mon côté. Nous pouvons maintenant aller à Adrien. Merci beaucoup. Tu as la parole. Merci beaucoup, Esther. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes au troisième webinaire sur suivi et évaluation en soutien psychosocial et la santé mentale. C'est discussion. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Merci de vous présenter, votre pays, vos sociétés nationales et votre contact email. Comme ça, on peut vous envoyer les présentations. En plus, après les présentations, on va partager des liens, l'enregistrement de la session et d'autres outils qu'on utilise à travers le processus de suivi et évaluation en ce qui concerne le soutien psychosocial et la santé mentale. Mettez-les dans le chat. Nous avons l'interprétation en français, espagnol et anglais. Si vous ne comprenez pas la langue, l'une des langues, vous pouvez choisir la langue auquel vous êtes confortable. Nous allons maintenant passer au deuxième présentation, donc du Liban, Elis Sakis, donc psychologue en clinique au Liban, thérapeute, association des thérapeutes, il est spécialisé en famille, il a travaillé dans les cliniques privées depuis 2012 et la fédération depuis avec les familles des personnes portées disparues. Donc, on va passer la parole à Edith. Edith, vous avez la parole. Hein. Merci, Adrien, pour cette présentation. Merci à tous pour être venus aujourd'hui. Comme Adrien, je vais vous présenter la situation du Liban et les outils utiles pour mesurer l'impact du programme au Liban. J'étais impressionné par la contextualisation. Le programme au Liban, les bénévoles qui travaillent dans les zones de violence, de conflits, comme la fédération. Il y a des bénévoles qui ne sont pas en mesure de continuer leur travail parce que ils font l'objet des événements autour d'eux. Donc, appuyer les gens, les victimes, donc les victimes de violence. Donc, quand ils font l'objet de ces fardeaux, ces défis, ils sont ils sont fatigués, et un stress traumatique, et voilà pourquoi nous ciblons cette population. Le personnel de soins prend les incidents de sécurité récurrents. Au Liban, nous mettons l'accent sur 3 objectifs, sur la qualité de professionnels des personnes de soins et assurer leur capacité de travailler et surtout leur bien-être. Nous fournissons des opportunités aux professionnels de soins pour qu'ils puissent travailler
Et pour qu'ils surmontent ces stress, nous leur permettons de gérer leur stress de façon comment ils se comportent et comment ils gèrent ces incidents, et comment travailler dans le renforcement des capacités de ces travailleurs et les patients auxquels ils s'occupent pour leur permettre de faire leur travail. J'ai oublié de vous... Je suis maintenant à au troisième diapo. Alors, pendant les sessions, je donne la parole aux participants du groupe, de poser les questions ou de parler de leurs besoins. C'est une série de 5 sessions. Le contenu de ces sessions, on peut le modifier selon les besoins des participants. Il y a des commentaires sur les incidents récurrents au niveau du stress, le bien-être, les domaines le système nerveux, etc. Comment le stress puisse être positif, toxique, comment regagner le contrôle après avoir connu ces événements traumatiques, parce que ça nous permet de se sentir en sécurité. Comment constater l'épuisement pour pouvoir faire un suivi, leur capacité de continuer leur travail sans impact grave sur leur santé. Et finalement, c'est de parler, parce que c'est un thème récurrent, surtout le personnel de l'assistance humanitaire, donc nos capacités de nous occuper, pour nous occuper des autres, nous leur apprenons que leurs besoins sont innombrables, mais il faut travailler, on ne peut pas avoir assez de ressources comme les besoins, et finalement, en travaillant sur la boîte à outils, sur la gestion des stress, nous mettons l'accent sur les compétences de gestion, la routine pour maintenir le bien-être, pour pouvoir faire le travail, au lieu de répondre à leur stress. Et puis, nous, nous continuons à travailler. Je vais passer au suivant. Pourquoi est-ce que Procol est important dans ce programme? Il a 3 niveaux qui sont satisfaction de compassion, épuisement et stress traumatique de 2e degré. Donc, il s'agit donc de la vie, pouvoir travailler convenablement, et l'étendue et la capacité de pouvoir travailler toujours 25%, note moyen 25%, qui sont notés moins. Deuxièmement, c'est l'épuisement. Les gens ont une idée de ce que ça veut dire. C'est la nature de notre travail. Ça fait l'un des éléments de la fatigue. Bon, les sentiments désespérés. Souvent, il y a des sentiments négatifs, donc ils ont des problèmes. Et lorsque nos efforts sur le travail ne font pas de différence, ou bien nous sentons, les gens ne nous apprécient pas, des bénéficiaires par exemple, et d'autres collègues, et même de nous-mêmes, et surtout de nous-mêmes. Et les notes élevées, ça ne veut pas dire que la personne
à surmonter la note. Donc, c'est 15-25% de gens qui sont notés et les autres 25%, moins de 15%. Bon, si vous voulez mesurer l'épuisement, il faut faire en sorte que faut avoir, il faut continuer à tester régulièrement parce que des fois, on connaît, on peut noter, et ça ne veut pas dire que on est épuisé. Mais bon, c'est un processus en continu. Troisièmement, c'est le stress traumatique, composant de la fatigue de compassion. Il s'agit de l'exposition vraiment extrême en raison des événements extrêmes, développement, stress de l'exposition traumatique d'une autre personne, quelqu'un qui a connu ces événements en raison des histoires qu'ils entendent, et il est probable qu'ils seraient traumatisés. Alors, si quelqu'un, un soldat ou quelqu'un qui travaille dans le domaine là où il y a un conflit, et eux-mêmes, ils ont le traumatisme, c'est ce qu'on appelle ce qui est secondaire. Alors, ce qui est secondaire, c'est lorsque nous interagissons avec quelqu'un qui est traumatisé. Les symptômes sont les mêmes avec d'autres conditions de stress traumatique. Alors, comme ça, nous allons trouver que nous évitons, ou peut-être les images de cela. Alors, comme les autres, il y a toujours les scores moyens supérieurs ou inférieurs de 25% qui sont au niveau inférieur du moyen. De la moyenne. Alors, le score plus élevé ne montre pas que, ne signifie pas que la personne n'a pas de stress traumatique, mais et surtout ce qu'ils sentent lorsqu'ils travaillent. Et le diapositive suivant, c'est par rapport aux résultats de Procol pour contextualiser cela. Alors, nous voyons les pré-tests et les tests après. Alors, ça, c'est pour 4 à 5 sessions et nous avons ces 2 tests pour mesurer l'impact de l'intervention que nous mettons en œuvre ici. Et pour les 3 niveaux, on commence par la satisfaction de compassion. Nous avons 18% qui ont un score moyen 92, c'est un score inférieur. Alors comme ça, c'est négatif parce que la satisfaction de compassion est positive. Et puis après, nous avons eu une augmentation au niveau moyen et au niveau bas, on a réduit. Pour l'épuisement, il y a 82% au moyen et 8% au niveau élevé. Et puis après, nous avons 63% avec un score moyen et 7% un score élevé. Et à la fin, au niveau de stress traumatique, nous avons 43% avec au moyen et puis 36% au moyen. Alors, nous voyons une amélioration entre les 2 tests. Et cela, c'est une bonne preuve que l'intervention marche. Mais j'aimerais dire que ces scores, ces tests sont menés dans des périodes courtes, c'est-à-dire après 6 semaines, et quelquefois, c'est 8 semaines et c'est à cause du travail que nous avons au niveau du projet. Et pourquoi est-ce que nous avons cela? Si vous voulez mesurer l'impact de l'intervention, cela pourrait vous montrer comment l'intervention va marcher. Alors, pour contextualiser les scores, j'ai des études que nous avons menées. Nous avons Bénin à Libanon,
on a constaté que pendant la période, la pandémie du Covid, 52% ont souffert de l'épuisement. C'était au niveau des infirmières et les physiciens et ça, c'était plus élevé si vous comparez avec d'autres études qui ont été faites dans le passé. Et aussi pour le stress traumatique secondaire, en 2022, de 500, on a constaté 42% qui montraient qu'ils ont au niveau de développer le stress traumatique. Et si on continue au diapositive suivant, comment est-ce que cela a été utile? C'est que cela est utile dans le contexte du Liban parce que cela cible les stress liés au travail et aussi ce qui est lié à la vie. Cela cible la fatigue de compassion, stress traumatique et l'épuisement. Et comme ça, les participants pourraient aussi développer leur propre outils pour la continuation de l'aide humanitaire. C'est utile parce qu'au Liban, étant donné la crise que nous avons, la crise économique et aussi le conflit civil et les conflits armés, il y a aussi le bombardement, etc. Nous avons eu beaucoup de pertes et notre capacité avec les travailleurs de la santé et le nombre à ce niveau n'est pas suffisant. Et comme ça, nous avons besoin de prendre soin de la communauté et comme ça pour s'assurer que nous avons la continuité des services. Un exemple de la dernière diapositive, c'est par rapport à travailler avec la Société nationale au Liban. Alors c'est dans le projet de réadaptation physique au Liban. Alors, la Société nationale de travail développe les équipements pour les bénéficiaires et il y a aussi les services de réadaptation avec les travailleurs sociaux. Et comme ça, on travaille avec les bénéficiaires. Et comme ça, nous travaillons avec ceux qui ont perdu leurs jambes ou qui ont vécu des expériences traumatiques. Et c'est pourquoi on a ce projet de réadaptation. Et ça, c'était à cause de la guerre ou d'autres expériences traumatiques. Et comme ça, ces travailleurs sont aux menaces d'avoir la stress traumatique secondaire et aussi l'autre de la fatigue. Et lorsque nous mettons le programme avec ce groupe, et je crois que c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, je serai ici pour répondre à toutes les questions. Oui, merci beaucoup, Ellie. Alors, sur le chat, il y avait une question. Une minute, Monia, est-ce que vous avez noté la question? Il y a une question par rapport aux outils. Et la question, si vous avez ces outils disponibles et surtout pour soutenir de nouveaux contextes, les outils qui peuvent aider. Est-ce que vous avez alors la première webinaire, merci pour les ressources et aussi nous avons les enregistrements de ce webinaire et comme ça nous allons vous lier à cela. Est-ce que vous avez connaissance des outils que pour traiter les questions culturelles pour la violence existante? Non. Esther, est-ce que vous les avez? Pas nécessairement, mais je suppose que Procol
est déjà adapté à la culture. Alors, avec chaque outil que nous utilisons, vous devez contextualiser cela. Et bien sûr, il faut réfléchir sur la façon dont les communautés traitent les questions de traumatisme et même la question de contextualiser, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire une fois que vous avez un bombardement. Alors, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose, Elie, par rapport à ça. Alors, généralement, utilisant Procol, j'ai constaté que cela n'a pas vraiment des aspects, ne tient pas en compte les aspects culturels et surtout les messages sensibles, il faut les adapter. Et comme je suis, on utilise comme je suis heureux, je suis satisfait, je suis ravi d'aider les autres, ainsi de suite. Et c'est ça que nous utilisons qui est trop général. Moi, je ne vais pas parler sur ce sujet parce que je ne suis pas expert dans le suivi-évaluation. Mais si on utilise le type pour la période, j'ai utilisé pendant 3 années et c'est vraiment général. Au Liban, même si c'est un petit pays, nous avons beaucoup de différences culturelles et nous n'avons pas noté un problème et surtout pour traduire ou changer des choses. Alors, si vous regardez, c'est juste un outil général ou universel. Oui, merci. Alors, j'ai une question ou peut-être un message. Est-ce qu'il y a un moyen de faire de s'auto-tester? Oui, vous pouvez utiliser Procol pour vous tester, pour vous tester. Oui, c'est bon. Et les scores, c'est dans la langue de présentation. Alors, vous prenez Procol quelquefois, plusieurs fois, et comme ça, vous aurez les résultats après quelques semaines. Alors, l'épuisement, une fois que vous avez l'expérience de fatigue, alors, si quelqu'un qui n'a pas de l'expérience, ce Procol va vraiment vous aider. Oui, merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Et c'est vraiment une question à Esther. Est-ce qu'il y a un moyen de réviser cela pour que cela soit utilisé et surtout si vous n'avez pas de l'eau? Moi, je n'ai aucune idée. C'était un moyen de vous raconter que vous devez planifier votre intervention. Ce pompe de jouer n'était pas... Alors, je ne vais pas recommander à vous. Et il y a beaucoup de choses et comme ça, je ne suis pas expert sur cela et comme ça, je n'ai pas de réponse exacte sur cette question. Oui, je ne vois pas d'autres questions et nous allons continuer avec l'intervention suivante. Alors, pour la présentation suivante, sur base des différences de temps, notre intervenant n'est pas capable d'être avec vous. Alors, nous avons un enregistrement. Alors, pour ceux qui viennent de nous joindre, nous sommes au webinaire 3 de notre série et on fait cela chaque dernière semaine du mois. Et pour le mois suivant, sera la dernière. Aujourd'hui, nous parlons du suivi-évaluation. Et si vous venez de nous joindre, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous mettez sur la boîte de discussion, vous mettez votre nom et votre pays et vous mettez votre adresse email et comme ça, on va vous envoyer les présentations après. Et puis, si vous n'êtes pas anglophone, la présentation sont en anglais, vous pouvez sélectionner en bas de votre écran, il y a une icône en globe et vous cliquez là-dessous et comme ça, vous avez l'interprétation en anglais, en français et en espagnol. Et comme ça, vous suivez les discussions en votre langue. Alors, la prochaine intervention, c'est la Croix-Rouge de l'Australie. Isia Foulati, sa fille est un agent chargé des projets et qui travaille comme analyste des données
avec l'équipe de stratégie et influence dans le programme d'urgence. Avant de joindre la Croix-Rouge, il a fait son doctorat et il était chercheur et enseignant dans le domaine humanitaire du développement. Actuellement, il fait beaucoup de renforcement de la capacité avec le suivi, le rapportage et l'évaluation de IS, les données IS. Alors, sans perdre du temps, nous allons maintenant présenter l'intervention de Safi. Bonjour à tous, je m'appelle Safi Lataye et en nom de la Croix-Rouge de l'Australie et des services internationaux, j'aimerais remercier les organisateurs pour m'avoir invité pour présenter le travail que nous faisons au niveau de suivi et évaluation dans les cas d'urgence et surtout au niveau national et ce que nous faisons avec les données que nous avons et l'engagement de la communauté pour la relève précoce, la reprise et le travail sur la résilience. Alors, ce que je vais faire dans cette présentation qui n'est pas longue, et je m'excuse parce que c'est un enregistrement, malheureusement, cela ne sera pas interactif. Et c'est parce que nous avons des zones différentes et comme ça, nous sommes très... C'est vraiment 2 heures le matin et c'est difficile à ce moment-là d'intervenir. Alors, ce que je vais faire dans cette présentation, c'est que je vais vous présenter du travail que nous faisons dans les services d'urgence et par rapport au travail de suivi, évaluation et les données que nous recueillons. Alors, généralement, ce que nous faisons au niveau des services d'urgence, en utilisant ce cadre de suivi et évaluation qui oriente nos activités et la façon dont nous travaillons avec les équipes différentes que nous avons dans les territoires de l'Australie. Nous sommes au niveau national et nous avons des équipes qui travaillent indépendamment, mais nous avons cette fêtière des équipes nationales qui réunit toutes les équipes et comme ça pour faire leur cadre logique et leur travail. La question, c'est vraiment pourquoi avoir un cadre de suivi-évaluation. Nous croyons que nous devons cela pour comprendre ce que nous voulons réaliser. Et je vais vous présenter les étapes et l'objectif général que nous devons réaliser. Nous faisons l'évaluation de l'impact de notre travail. Si, par exemple, nous satisfaisons toujours les besoins, apprendre notre travail et comment l'améliorer. Et comment améliorer le travail que nous faisons, mais surtout par rapport à l'engagement de la communauté que nous faisons. C'est-à-dire, nous partageons les apprentissages avec les autres. C'est une plateforme que nous avons et nous faisons beaucoup de plaidoyer et nous utilisons le cadre comme un outil qui nous oriente pour partager nos expériences et pour améliorer le travail que nous faisons. Et comme ça, en utilisant ce cadre. Alors, après des années du travail que nous avons fait, nous avons développé ce cadre de suivi-évaluation sur base de cette théorie du changement que vous connaissez. Et c'est juste un exemple de ce que l'équipe fait. Et cela dépend du contexte que nous avons. Et surtout ce que nous nous sommes fixés comme l'objectif général en Australie. Et c'est vraiment d'espérer que les communautés sont renforcées, sont fortes et résilientes et ont la capacité aussi d'anticiper et de répondre et de reprendre dans les cas d'urgence. Mais nous sommes une organisation de la Croix-Rouge, mais c'est un objectif à long terme, mais quelquefois c'est difficile de le suivre ou de le réaliser et avoir ce niveau de la capacité au niveau de la communauté. Alors, ici, c'est vraiment l'impact
avoir un impact. Et comme ça, nous avons besoin de personnes qui peuvent s'atténuer. Et comme ça, les personnes sont résilientes dans ces cas. Alors, ce que nous avons développé, c'est des résultats, nous avons des indicateurs. Si vous regardez ce cadre, cela, c'est ascendant. Nous avons 3 niveaux et le travail que nous faisons, nous avons le renforcement de la capacité que nous faisons et aussi le travail du plaidoyer. Et alors, nous essayons toujours de réaliser ces résultats que nous nous sommes fixés et nous avons des indicateurs et il y a aussi les moyens de vérification, de mesurer ces indicateurs. Alors, je vais vous présenter certaines et c'est bien structuré avec chaque activité et les coordinateurs sont demandés de regarder les indicateurs et puis les activités qu'ils mènent. Et puis après, on leur demande de chercher les moyens de vérification. Alors, c'est ça la façon dont on organise. Et je vous donne l'exemple. Si vous regardez chacun de ces indicateurs de façon indépendante, vous regardez que 2 indicateurs que nous avons. Et cela ne devrait pas être considéré comme le seul moyen d'interpréter le cadre de suivi et évaluation. Nous identifions que ces résultats contribuent à ce travail que nous faisons. Alors, pour l'appui que nous avons, nous voudrions que les personnes nous disent qu'ils ont de l'espoir et ils ont et qu'ils ont l'accès à l'appui psychosocial de bonne qualité. Ça, c'est 9 sur 10. Et lorsque nous parlons des activités, nous parlons de PFA, nous parlons des stratégies de la gestion de stress et l'engagement de la communauté que nous faisons. Alors, ça se trouve dans notre appui et avec les résultats qui contribuent à l'objectif général. Alors, c'est la même chose par rapport au renforcement. Nous avons plusieurs activités. Nous faisons des ateliers, des formations, nous faisons du travail pour soutenir les initiatives au niveau de la communauté. Nous soutenons des résultats aussi, des outcomes. Et il y a aussi du travail de résilience. Nous avons, alors, des projets ont changé et nous ciblons la résilience. Et il y a aussi le travail de reprise que nous faisons, que nous utilisons. Et lorsque nous parlons du plaidoyer, nous faisons sur base de preuves. Nous organisons des réunions, nous faisons le plaidoyer pour un appui psychosocial, nous soutenons les groupes marginalisés et qui font partie de ce plaidoyer et pour les bonnes pratiques que nous avons. Alors, j'espère que ce n'est pas trop l'explication que je vous donne parce que ça, c'est un résultat du travail que nous avons pendant des années. Alors, ce que nous faisons, nous avons 3 moyens de collecter les données, de recueillir et je vais vous présenter brièvement si j'ai du temps. Premièrement, nous avons la collecte de données et ça, c'est un exemple que je vais vous le montrer. Et ici, c'est juste pour vous dire ce que nous faisons dans notre département et surtout après la reprise, il y a la résilience et nous collectons des questions et nous avons des questions qui sont quantitatives et qualitatives que nous devons recueillir et après une activité. Et si nous avons la reprise, on organise une activité pour la communauté et comme ça, ils vont remplir le Caneva et cela sera téléchargé à notre tableau de bord. Et nous aurons aussi,
la fiche de collecte des résultats, ça c'est un niveau plus élevé, ça se passe chaque 4 mois et ce sont les coordinateurs se rencontrent chaque mois pour une réunion avec les équipes pour élaborer des histoires autour du résultat. Et comme ça, ils sélectionnent. Si le travail était lié aux résultats 9 et 10, ils disent que nous avons beaucoup d'activités, mais comment est-ce que nous avons contribué à la réalisation de ce résultat? C'est-à-dire que vous allez au-delà de l'activité et c'est la chose que nous faisons chaque trimestre. Et nous avons d'autres enquêtes que nous menons après des ateliers et des formations et souvent, par les programmes que nous avons, nous avons des sessions de l'information et comme ça, nous demandons aux enseignants de nous donner des résumés de ce qu'ils pensent par rapport à l'activité. C'est au niveau de l'école et on utilise la fiche COBOL, nous utilisons COBOL et les actions, les données. Alors, nous avons des enquêtes et ces enquêtes avec la fiche d'activité que nous avons. Et comme ça, nous alimentons notre tableau de bord. Alors, j'aimerais vous montrer très vite l'explication de ce que nous faisons. Et moi, j'ai pensé que c'est mieux de vous montrer en temps réel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et j'espère que cela ne va pas interrompre la réunion. Voici la fiche d'activité de suivi-évaluation et si vous regardez la fiche, c'est vraiment détaillé parce que nous avons des niveaux différents de données qui sont en lien avec le cadre de suivi-évaluation. Et comme ça, nous devons s'assurer que le cadre de suivi-évaluation est toujours la base de cette enquête. Et comme ça, nous collectons les données qui vont nous servir et comme ça, cela est lié au cadre du suivi-évaluation que nous avons. Nous demandons à la personne de mettre le nom de la personne. C'est juste il y a des questions de confidentialité et comme ça, nous ne collectons pas l'information qui identifie la personne. Et c'est juste par rapport à l'activité. Et il y a toujours cette anonymité et comme ça, vous ne pouvez pas identifier la personne. Vous utilisez les questions standards et ça, c'est là comment cela se passe. Alors, en Australie, nous avons des catastrophes actives, des urgences, et comme ça, nous avons les inondations de 2022 et nous faisons beaucoup de travail avec la communauté par rapport à ça. Il y a du travail, des feux, des incendies, et comme vous le connaissez, cela devient de plus en plus fréquente. Alors, nous collectons la personne qui finance externe, interne, le niveau d'appui psychosocial que vous avez fourni. Et ici, nous regardons PFE avec le niveau plus élevé de l'appui psychosocial, mais nous avons niveau 1, niveau 2, et vous connaissez déjà le permis IS. Alors, ce que je vais faire, nous posons plusieurs questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Ici, c'est un individu, un agent qui a fourni un appui psychosocial et surtout PFA à un membre de la communauté. Alors, ils vont dire que ce n'était pas au niveau de la communauté. Oui, c'est bon. Alors, voici ici. Alors, dans la communauté, quelle était l'activité que vous avez fait? Il y a plusieurs activités que nous avons. Vous cliquez sur « Autre » et vous écrivez. Alors, pour cette activité,
ça pourrait être une conversation face à face avec le membre de la communauté. Et puis, si on a eu la conversation, ou peut-être c'était au niveau, alors la question de comment est-ce que vous avez téléphoné. Alors, le nombre d'activités, c'est ça que nous faisons. Mais il y a les cas où nous faisons une chose, par exemple, comme expliqué ici, nous faisons une formation, nous faisons le plaidoyer, nous soutenons les initiatives au niveau de la communauté. On demande, est-ce que vous avez fait d'autres choses en faisant cette activité? Et souvent, nous faisons une autre chose. Et comme ça, peut-être que vous avez eu une connexion avec le membre et vous cliquez sur cela. Nous avons fait le plaidoyer pour quelque chose. Et ici, nous avons d'autres questions, y compris quel type de matériel que vous avez partagé, ou peut-être est-ce que vous avez partagé quelque chose. Et vers la fin, nous avons les résumés des sentiments de la communauté. Ici, nous demandons à nos agents d'écrire quelques phrases pour décrire ce qu'ils ont observé, ce que la communauté a exprimé, ce qu'ils ont observé, les opportunités, les défis qu'ils ont observés. Et une fois que vous soumettez cette affiche, cela va directement à ce tableau de bord. Et ce bord est conçu pour refléter le cadre, et nous avons appuyé, et il y a les trois, le travail que nous faisons, nous avons aussi, et nous avons ici pour 2023 et 23, alors nous avons l'autre pour l'année passée. Oui, nous avons eu un événement au niveau de la communauté, on a eu des conversations, bien sûr. Oui, c'était des conversations face à face, et comme résultat, nous avons fourni PFA à un membre de la communauté, et cela a été fait à la maison. Et comme ça, vous voyez le résumé des données, et comme ça, cela change au niveau de tableau. Alors, c'est vraiment un tableau de bord détaillé au niveau du pays, exhaustif. Alors, nous avons des sentiments de la communauté, et vous voyez les commentaires qui ont été écrits à la fin du document. Et surtout de la fiche. Et comme ça, vous voyez que nous avons des sentiments au niveau de la communauté. Ce que nous faisons avec cette donnée quantitative, à la fin du mois, nous analysons tous ces commentaires, et comme ça, nous faisons un document d'une page qui résume les sentiments de la communauté. Et cela s'est produit sur base de chacune des activités que nous avons, et pour chaque événement que nous avons. Ici, nous avons plusieurs événements, et nous avons des commentaires pour chaque événement. Et ça, c'est vraiment une explication brève par rapport à ce que nous faisons, et surtout avec la collecte de données et comment cela est lié au cadre de suivi-évaluation. Je m'excuse parce que cela n'a pas été vraiment, je n'étais pas là. Peut-être si je manque de questions, l'information sera disponible. N'hésitez pas de nous écrire au cas où vous avez des questions, des commentaires, ou peut-être vous voulez vraiment communiquer avec nous, parce que nous voudrions élargir notre réseau. Merci beaucoup. On attend vous écouter, merci, et je vous souhaite bonne chance. Eh ben oui, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Très bien. Ça, c'était Safi de la Croix-Rouge australienne. Je ne vois pas de questions dans le chat. Je vais passer la parole à Monia pour continuer. On va discuter en panel. Il y a des questions qu'on va discuter. Donc, on va mettre
le panel, on va discuter sur l'évaluation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Monia. Bon, je voulais juste vous parler. J'ai mis des ressources dans le chat et peut-être on va en parler tout à l'heure. Nous avons une question sur la présentation de sa fille. Quels sont les protocoles? C'est un outil vraiment extensif. Est-ce que c'est prioritaire? Combien de temps est-ce que ça prend pour mettre en place? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette question? Safi n'est pas là, mais je vais essayer. Je m'excuse. C'était à Ellie, en fait. C'était à Ellie. Je m'excuse, mais il y avait une question à Safi. Je m'excuse. Vous êtes désactivé, s'il vous plaît. Où est la question? Je ne vois pas la question. Je vais vous lire la question. Le protocole coûte cher. Est-ce que c'est difficile d'avoir cette priorité? Combien de temps est-ce que ça prend pour faire cette priorité? Je ne comprends pas la question du tout. Bon, le Procol, c'est un outil de mesure. Hein, ça peut être, ça fait 25, c'est pas beaucoup, c'est pas compliqué. Ça prend 5 minutes pour, enfin 10 minutes pour, c'est fait de façon à pouvoir donner aux participants et puis pendant 10 minutes, c'est fini. Quoi. Alors, ce que vous entendez, c'est l'un de notre membre d'équipe, Barbara. Elle a travaillé avec les institutions humanitaires, elle a publié beaucoup d'articles pour évaluer conception, évaluation, le soutien psychosocial et la santé mentale dans les zones de faible revenu. Donc, elle a travaillé beaucoup en Asie, en Afrique de l'Ouest et en Asie de l'Est. Elle a travaillé avec la Croix-Rouge internationale, le Croissant Rouge. Elle a travaillé dans les zones de conflit. Elle est spécialiste en soutien psychosocial. Elle est basée à Amman, donc, et elle est de temps en temps travaille à Amman, une journée. Monia, tu as la parole. Il y a une autre question. À Ellie, je ne sais pas qui est-ce qui va répondre à cette question. Quelle est votre expérience? Vous avez dit, vous avez utilisé cet outil Procol. Est-ce que vous avez mesuré les entrants? Est-ce que vous utilisez cet outil avec les bénéficiaires directement ou quoi? Bon, je vais pas, pour nous, la Croix-Rouge des Pays-Bas, nous avons essayé chez nous de demander les bénéficiaires, de poser la question aux bénéficiaires, mais s'il s'agit d'une intervention intensive, si c'est dans la conversation, par exemple, dans les zones d'hébergement des réfugiés, la Croix-Rouge, alors on demande les bénévoles. Les assistants à voir à ces mesures, comment ils ont été impactés. Au niveau du stress, c'est très subjectif. On le sait, parce que vous ne pouvez pas demander aux bénéficiaires seulement. On fait la formation en soutien psychosocial, en santé mentale, sur la résilience, avec les relations avec les immigrants,
et on leur demande comment est-ce que ça les a impactés et comme ça nous pouvons faire un suivi. Donc, il s'agit d'une intervention intensive. On fait les tests avec les bénéficiaires. Ellie, est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Pour la Fédération internationale, nous travaillons régulièrement, niveau 4, et nous mesurons partout tout ce que nous faisons. Nous mesurons, on utilise un outil personnel qui est fait par le bénéficiaire. Pour ceux qui ne sont pas alphabètes, on fait des interviews et on leur pose des questions. On ne fait pas de jugement. C'est souvent, alors est-ce que c'est donc c'est le bénéficiaire qui va nous dire avant que l'intervention commence et à la fin de chaque intervention. Il n'y a plus de questions dans le chat. Vous pouvez poser des questions, des précisions à Ellie ou à n'importe quelle. Je peux vous donner ces informations. Je m'excuse, j'ai raté la session sur le webinaire. Je vais me renseigner. Mais il y a des méthodes qu'on utilise pour adaptation dans plusieurs cultures, c'est-à-dire par exemple traduction, c'est-à-dire que vous avez l'article, enfin le titre traduit, et vous prenez cette version traduite dans une autre, d'un interprète, et cette personne traduit la langue originale. Avec une question. Cette traduction, quand il y a des différences au niveau de la traduction, on travaille en équipe pour essayer de trouver comment formuler cette question. Si la traduction est faite littéralement, comme une des questions, par exemple sur l'échelle, est-ce que vous êtes, si vous commencez à traduire la couleur bleue, personne ne comprend. Est-ce que vous avez les papillons dans votre estomac? Personne ne comprend. Dans la traduction, il faut que ça soit une traduction conceptuelle au lieu de traduction littéraire. Une fois que c'est fait et une fois que c'est vérifié, une équipe nous présente cette présentation. Il faut piloter avec les bénéficiaires que vous avez pour tester si ça fonctionne ou pas. Surtout, s'il y a des questionnaires, vous ne devez pas expliquer la question parce que il peut y avoir des problèmes de fiabilité. Alors, comme Elie a dit, il a donné un autre exemple, ça peut être avoir des différences, il peut y avoir des différences. Vous lisez les questions et la personne devrait pouvoir répondre à la question. Voilà, ça c'est une façon. Une autre façon, il y a une autre méthode où, bon, vous pouvez aller vers la communauté et faire une liste des problèmes. Et si ça existe, ça continue, quels sont les symptômes? Donc, vous comprenez donc l'expérience locale et vous compilez et pour que vous puissiez comprendre. Mais le questionnaire est développé localement et puis c'est validé après. Je peux vous envoyer quelques exemplaires de ce questionnaire. Ça, c'est une autre façon. Si vous ne voulez pas utiliser l'outil standardisé qu'on utilise à travers le monde. J'ai mis l'article sur le protocole, les risques,
Bon, c'était pas la peine d'adapter, comme Elie a dit que c'était facile, c'est pas... il y a un autre article sur la santé et sur la traduction. Merci. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Et on va terminer. Elie, tu as la parole. Oui, Merci, merci, Adrienne. Adrienne. Alors, Bon, j'aimerais je faire le vais vous faire résumé une de petite ce que nous avons récapitulation. déjà dit. Alors, vous allez répondre à 3 questions que vous allez voir sur votre écran et votre réponse est comme ça. Cela. Alors, prenez du temps de répondre aux questions qui seront présentées. Alors, les études de cas que nous avons eues l'Australie, pourquoi est-ce que c'est important de faire le plaidoyer, de mettre le plaidoyer au centre du travail? Alors, soyez libres de remplir. Nous ne sommes pas en train de mesurer les outputs. C'est important pour les réseaux parce que cela nous aide à, à, à avoir le travail dans un contexte humanitaire et comment si les interventions sont utiles. Et cela nous permet aussi de montrer le travail que nous faisons avec les parties prenantes. On nous a donné plusieurs outils, ressources dans ce webinaire. Nous allons vous fournir toute information, c'est-à-dire tous les outils et les enregistrements après le 10 avril. Et comme ça, nous allons partager avec vous le lien et vous allez trouver les enregistrements dans toutes les 4 langues. Alors, ce qui me reste, c'est remercier tout le monde qui a été impliqué. Merci Esther et Adrienne pour l'organisation. Et aussi, merci Adrienne pour votre accueil et Elie de Lebanon, de l'Australie et pour les expériences que vous avez partagées avec nous. C'était vraiment très intéressant. Et je remercie les interprètes de l'espagnol, de français et aussi Nathalie pour tout l'appui technique que vous avez fourni pour tous les webinaires. Sans vous, les webinaires échoueraient. Alors, merci pour votre présence, pour votre appui et j'aimerais aussi vous inviter à notre dernier webinaire, comme on a déjà mentionné. L'intitulé, c'est toujours la recherche. Et ça sera le 27 avril, même heure, même lieu. Comme ça, vous pouvez joindre en utilisant le lien que nous avons envoyé. Ce même lien. Alors, la toute dernière chose, si vous voulez être impliqué dans la feuille de route de MPPS, nous vous invitons de faire partie de nous. Venez, n'hésitez pas à contacter ou Nathalie et comme ça vous trouvez l'adresse email qui se trouve et comme ça, nous pouvons mettre même l'adresse email sur la boîte de discussion. Alors, j'aimerais vous souhaiter bonne chance et on se verra le 27 avril, même heure, même temps. Et nous avons gagné 10 minutes de votre temps. Merci, au revoir.